vous propose tout de suite d'accueillir notre invité du jour, l'acteur incontournable de la FinTech, en France en tout cas. Et donc il est Country Manager chez Revolut. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Benjamin Belay. Bienvenue. Merci tout le monde. Installe-toi. Ça va? Excellent, ouais. Merci beaucoup. Toujours un peu intimidé par les applaudissements, mais ça fait plaisir, c'est Et flatteur. attention, on a failli le faire à Bercy. Mais, La prochaine fois. On a diminué un petit peu. Merci beaucoup de venir, Benjamin. Pour la petite histoire, on s'est eu au téléphone, on a papoté pendant à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, pendant lesquelles il m'a raconté sa vie. Et il m'était impossible d'imaginer que d'autres personnes n'entendent pas ce qu'il avait à raconter. C'est sûrement vendu. Donc avant d'arriver chez Revolut, dont on parlera plus tard, tu as vécu plusieurs expériences, dont celle d'entrepreneur, sinon tu ne serais pas sur cette chaise. Est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé de cette vie si passionnante? Alors cette vie passionnante, elle a commencé dans les années 80, donc je suis un nouveau millénial, anciennement génération Y. Je ne sais pas pourquoi j'ai changé de nom en cours de route. Donc j'ai grandi avec la finance comme métier maître et j'ai fait mes études en finance. J'ai commencé ma carrière en finance, j'ai fait à l'époque des fusions-acquisitions puis du private equity. C'était magique, c'était majestueux, super expérience. Il y a eu un petit truc qui s'appelait les subprimes qui arrivait à peu près en même temps que moi sur le marché. Donc j'ai vécu mes premières années sur de la restructuration de banques puis d'entreprises quand j'ai eu l'occasion de bosser en entreprise. Donc j'ai d'abord fait du private equity dans un fonds, puis de la banque d'affaires interne dans un grand groupe chez Procter & Gamble, qui lui aussi était en grosse restructuration à ce moment-là. Donc des aventures extrêmement passionnantes et dont je suis sorti en me disant que je ne ferai plus jamais ça parce que le sentiment de ne pas avoir un impact direct sur le business que je devais gérer ou que je devais superviser, c'est une frustration énorme pour moi. Ce que tu voulais plus, c'était le grand groupe. Et voilà, ce que je voulais plus, c'était le sentiment de si je suis très bon, je vais faire plus 2% par rapport à mes objectifs et si je suis vraiment très mauvais, je vais faire moins 2% par rapport à mes objectifs. Donc grosso modo, moi ou un autre, ça revient au même. Et je voulais essayer de vivre quelque chose de différent et vivre l'expérience entrepreneur. Ça marche. Donc tu t'en vas de ces grandes choses et tu crées. Et je rejoins un ami et on crée une boîte qui s'appelle Miss Bolsos, qui est une société qui fait des sacs à main. Donc l'idée c'était de vendre des sacs à main à bas coût. Au lancement c'était un prix unique à 32 € qui était vendu dans des boutiques qui ressemblaient à des boutiques de luxe. Donc l'idée c'était un peu l'expérience Zara. Je rentre quelque part, j'ai une très belle expérience d'achat. J'ai une collection qui change quasiment toutes les 3 semaines, même si c'est juste en jouant sur les couleurs. Et l'idée, c'est de venir développer cette société. Donc mon ami avait créé la boîte avant que je le rejoigne. Je l'ai rejoint pour m'associer avec lui. Et on a fait un petit bout de chemin ensemble. Je vous promets, on va arriver à la FinTech. Hein. Parce qu'avant, il y a encore autre chose après. Alors, après, on a vite basculé. J'ai vécu cette aventure. Pour différentes raisons, on a décidé de se séparer avec mon ami qui n'est plus mon ami suite à cette séparation. On va y revenir. On va y revenir. Et de là, j'ai commencé à toucher du doigt l'idée de « ok, je veux faire bouger les choses ». Et il y a une structure qui me plaisait particulièrement, que j'ai eu l'occasion de rejoindre, qui était Uber à l'époque. C'était déjà gros, mais beaucoup plus petit que ce que c'est aujourd'hui. Donc j'ai rejoint Uber, mes amis, la moitié de mes amis ne savaient toujours pas ce que c'était. Donc on était un peu dans ce truc entre deux où ça valait 17 milliards et en même temps c'était pas du tout aussi connu. Donc j'ai eu l'occasion de rejoindre ces équipes-là, travailler avec eux, on a travaillé sur des projets assez rigolos, on a notamment lancé Uber Pop. Uber Pop, vous vous souvenez un petit peu ce que c'était? Uber Pop, c'est n'importe qui peut être chauffeur à l'époque. Et à mon sens, c'est le plus beau projet qu'on ait pu lancer chez Uber. C'est magnifique, c'est vraiment ce que le transport devrait être. C'est dans la zone gris très foncée et donc on connaît la suite d'Uber Pop qui n'existe plus. Donc tu fais partie des personnes qui ont lancé Uber Pop de façon complètement illégale, sur un marché qui aujourd'hui est plus qu'incontournable. Alors officiellement, c'était pas notre discours, c'est que c'était pas illégal, c'est que c'était non réglementé. Donc l'idée c'était de se dire on lance quelque chose qui n'existe pas et la réglementation devrait se poser par-dessus. Donc si vous voulez monter des projets qui sont un peu délicats, vous avez exactement le wording parfait. Donc Uber, qui était plus petit que ce que c'est aujourd'hui en tout cas. Et je crois que tu es resté dans la mobilité par la suite. Et voilà, et j'ai quitté Uber pour rejoindre une aventure. J'ai rejoint 2 entrepreneurs, 2 leveurs de fonds de talent pour lancer une aventure qui s'appelle Stuart.
Ils avaient mis en place une structure informatique, ils avaient levé énormément d'argent. Pré-lancement, Stuart, qui est une société de livraison par coursier et surtout à vélo, ils avaient levé 20 millions d'euros avant même d'avoir lancé l'activité. Et donc, j'ai eu la chance d'être recruté par ces gens-là pour lancer l'activité en France et constituer les équipes avec eux pour lancer le business. Ça marche, sauf qu'on n'est toujours pas à Revolut. On n'est toujours pas à Revolut. On n'est toujours pas à Revolut. L'aventure Stuart, on revient dessus après ou pas? Pas nécessairement. Non. Donc l'aventure Stuart a fini avec La Poste, qui était premier investisseur, qui a racheté complètement Stuart à son prix de première levée de fonds. Donc c'est pas un franc succès. De là, j'ai rejoint encore un autre entrepreneur de talent, quelqu'un qui s'appelle David Layani, qui a monté une SS2I qui aujourd'hui fait 2500 employés, donc un truc un peu solide, qui avait une idée un peu géniale en disant je veux mettre des auto-entrepreneurs dans tous les restaurants pour pouvoir avoir de la flexibilité quand j'ai besoin en salle, en cuisine, etc. Manifestement, ce mec-là, qui a une boîte dont il est seul actionnaire, il n'avait pas le temps de le faire. Donc l'idée, c'était de se dire est-ce que je peux monter ce projet pour lui? Je l'ai rejoint, on a travaillé dessus, on l'a monté et j'ai fini par quitter cette aventure pour enfin arriver en FinTech. On y est. Voilà. Donc quand même, on le voit, tu as fait beaucoup de lancements de projets, de l'opérationnel. Le fait est que c'est toujours des étapes que j'estime être difficiles, voire peut-être l'étape la plus difficile. Qu'est-ce que ça demande comme qualité? J'ai un projet à lancer, qu'est-ce que je dois avoir au fond de moi là pour réussir? Le mot-clé, c'est hustle. C'est l'idée, c'est vraiment se dire que chaque petite brique que je vais aller chercher, chaque petit caillou que je vais chercher au début, c'est ça qui va monter mon édifice et c'est ça qui va faire que la start-up ou l'aventure ou l'entreprise ou le produit va finalement donner quelque chose. Et en fait, un des pièges quand on a la chance d'entreprendre ou comme moi d'être launcher ou d'être parachuté CEO parce que je rejoins les boîtes, même si c'est un early stage, je suis CEO. Alors au début, CEO de moi-même, mais quand même, j'ai un gros titre. Le piège de ça, c'est de perdre la faim ou l'appétit d'aller chercher le premier petit client en allant dans la rue, en allant tout seul choper un mec qui est sur un vélo, lui dire est-ce que tu veux être livreur, en allant soi-même faire les présentations devant les coursiers pour leur expliquer le statut auto-entrepreneur, avoir un ordi, leur faire ouvrir leur statut, etc. C'est des choses qu'on peut avoir tendance à trop vite déléguer et c'est là qu'il y a un piège. Donc rester proche de son projet. Rester le plus terre à terre possible parce que c'est vraiment en faisant ça qu'on arrive à monter quelque chose de long et finalement, même en étant dirigeant d'un projet, manager d'un projet, c'est en faisant le groundwork qu'on arrive à établir ce qu'on a envie de voir, ce qu'on a envie d'inculquer à ses équipes et de développer la bonne mentalité. Est-ce qu'on a le droit d'aller chez l'imprimeur et faire des cartes CEO au plus vite? Alors, les cartes CEO sont moins utiles que le hustle. Revolut, vous connaissez tous Revolut? Il y a peut-être, non, a priori ça va. Est-ce qu'il y a même, soyons fous, des clients Revolut aujourd'hui? Je lève la main d'ailleurs, by the way. Excellent. Malgré tout, peut-être une rapide présentation. J'ai vu une cliente qui ne connaît pas bien, c'est ça? Oui. Excellent. Parfait. Est-ce que tu peux lui expliquer rapidement, ouais, s'il te plaît, ce qu'est Revolut? Il n'y a pas de souci. Revolut, c'est une néobanque. Ça veut dire qu'en 60 secondes, je peux ouvrir un compte courant sur mon application directement. C'est extrêmement fluide, c'est extrêmement rapide et ce service, il me permet de faire plein de petites choses qui, mis bout à bout, font un gros projet. La première chose, c'est grâce à mon application Revolut, j'ai accès à une carte de paiement Revolut. À chaque fois que j'ai un mouvement sur mon compte Revolut, j'ai une notification instantanée qui arrive sur mon téléphone. L'ensemble de ces notifications devient un journal de dépenses. Donc, je peux garder un contrôle absolu de ce que je suis en train de faire. On va en plus être capable de classifier automatiquement ces dépenses par catégorie pour vous aider à voir ce que vous avez dépensé en supermarché, restaurant, pharmacie par mois, etc. En plus de ça, on a rajouté des options d'échange d'argent. Notre croyance chez Revolut, c'est que l'argent, il ne devrait pas y avoir de frontière entre l'argent et son utilisateur. L'argent, ça doit circuler librement. Quand l'argent est dans une banque, c'est juste une donnée informatique, c'est des 0 et des 1. Et donc, ça doit pouvoir s'envoyer aussi facilement qu'un SMS ou un message WhatsApp. Donc, l'idée, c'est de pouvoir créer ces échanges-là. Tous les échanges d'argent entre utilisateurs de Revolut sont gratuits et instantanés. On peut également envoyer de l'argent sur n'importe quel bon compte en banque dans le monde gratuitement et en 24 heures.
pour toujours garder ces frontières tombées. On peut partager des additions. Quand j'ai une dépense, je la slide, je choisis dans mon répertoire téléphonique les gens avec qui je suis. Ça partage automatiquement cette dépense avec eux. S'ils sont sur Revolut, ils me remboursent gratuitement, instantanément. S'ils ne sont pas sur Revolut, 2 options. C'est des bons copains, ils rejoignent Revolut en 60 secondes et ils me remboursent. C'est bien. Deuxième option, c'est des mauvais copains. Il faut changer de copain. Mais pour se faire rembourser, ils peuvent directement recevoir un lien. Ils débitent leur carte bleue habituelle et l'argent arrive sur mon compte directement et gratuitement. Donc l'idée, c'est toujours de garder cette fluidité. En plus de ça, une de nos grosses propositions de valeur depuis le lancement, et on est aujourd'hui toujours les seuls à le faire, on offre le vrai taux de change à nos utilisateurs. Le vrai taux de change, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune commission, ce qui n'existe pas chez les autres. L'avantage de ça, c'est qu'avec ma carte Revolut, je peux donc aller n'importe où dans le monde, dépenser de l'argent directement. Je n'ai aucun frais sur ma carte pour l'avoir dépensé et je vais avoir une conversion monétaire qui se fait de mon compte en euros à n'importe quelle monnaie dans le monde. Ça, c'est la première façon de bénéficier de ce taux de change. La deuxième façon, j'ai par défaut mon taux de change, ma monnaie de base qui est en euros. Je peux tout de suite l'échanger et la stocker dans 25 devises différentes. Je sais que je vais en Australie dans quelques mois. Je vais pouvoir tout de suite changer X centaines ou X milliers d'euros, les stocker en dollars australiens et les dépenser plus tard ou les reconvertir en euros si j'en avais pas besoin. Ça me paraît limpide quand tu le racontes. Je me souviens encore du lancement où il n'y avait que des pounds et des dollars de mémoire. Donc, concernant Revolut, tu débarques sur un marché qui est relativement nouveau, en tout cas celui de néobanque. Alors certes, tu avais travaillé un peu dans la finance, mais est-ce que ce domaine-là, déjà banque pure et néobanque, avec le full digital, tu y connaissais quelque chose? Pas du tout. Pas du tout, et ça c'est un peu le fil rouge de toutes mes expériences. Je suis toujours arrivé sur des domaines que je ne connaissais pas. Quand on fait de la finance, du private equity, on ne sait pas de quoi on parle parce qu'on voit des boîtes dans tous les domaines possibles et imaginables. Ensuite, j'ai fait de l'immobilier quand j'étais chez Procter & Gamble. Le transport de personnes avec Uber, j'y connaissais rien. Et ainsi de suite. Et sur toutes mes expériences, on apprend sur le tas. La réalité, c'est qu'il y a 2 sortes d'entrepreneurs ou 2 sortes de personnes qui ont une valeur ajoutée dans une boîte. Tu as soit les experts sectoriels, quelqu'un qui est vraiment un expert dans son secteur, qui sait de quoi il parle et qui va pouvoir faire gagner du temps à la boîte. La deuxième option, c'est des gens qui sont des experts en innovation, en façon de changer les choses, dans la façon de changer les choses, et c'est eux qui vont pouvoir aller plus loin. Et chez Revolut, on a tendance aujourd'hui à n'embaucher que des gens qui ne connaissent pas la banque. Okay. Parce que c'est le système qu'on a eu depuis le début, et c'est parce qu'on est arrivé avec des cerveaux vierges et que les gens qui étaient là au début n'y connaissaient rien, qu'ils ont pu tout reprendre à zéro et recommencer en posant des nouvelles fondations. C'est leur point de vue qui diffère, qui t'intéresse. C'est exactement ça. Sinon, tu tombes facilement dans la facilité et tu as tendance à te connecter à des choses qui marchent et tu perds un petit peu de ton esprit d'innovation. Et finalement, tu te rends compte que pour devenir un relatif expert ou un expert dans ton secteur, c'est quelques mois de travail, pas plus. D'ailleurs, ton secteur, le moment où Revolut se lance, et encore plus quand ça arrive en France, il n'y a pas grand-chose, quoi, soyons très très honnêtes. Comment on fait pour réussir? Est-ce qu'on est financé? Est-ce qu'on est accompagné par quiconque? Alors, au moment où tu te lances, au moment où on a lancé le produit en France, on n'est pas financé. On a dépensé, dans l'histoire de Revolut en général et en France également, on n'a jamais dépensé 1 euro en marketing. Donc on a fait des belles levées de fonds qui nous permettent de faire de l'infrastructure, qui nous permettent de nous déployer, mais la réalité c'est que ce n'est pas avec ça qu'on s'est développé. Quand on arrive en France, on a ouvert les bureaux de Revolut en France en octobre. On a un marché qui est à la fois très vierge. Les néobanques et les nouveaux acteurs représentent une part ridicule du marché. Et en même temps, on est sur un secteur qui est en hype, c'est-à-dire que tout le monde veut lancer sa néobanque. Les banques traditionnelles ont depuis quasiment 10 ans des banques en ligne, et puis il y a plein de nouveaux acteurs. On a Orange Bank qui s'est lancé au mois de novembre, et tout le monde essaye de faire des sous-divisions. La Maïf a lancé Nestor. Et tout le monde lance comme ça son système de paiement, sa carte cool. On a les banques qui ont lancé Echo, qui ont lancé Max, qui ont lancé… Tout le monde y va de son petit prénom pour essayer de trouver quelque chose de sympa. Et donc c'est un marché qui est à la fois tout neuf en volume et déjà quasi embouteillé en message et en message à faire passer à l'utilisateur. Et ça, c'est à la fois une chance parce que ça ouvre un petit peu l'esprit. On se rend compte qu'il y a peut-être une alternative à ma banque habituelle. Et d'un autre côté, ça rend encore plus difficile la communication parce que tu te retrouves avec plein d'acteurs qui vont tous te faire une promesse qui se ressemble. Et en tant qu'utilisateur, tu n'arrives plus à faire la différence.
Et donc Revolut est créé en Angleterre, toi tu débarques, il faut le lancer en France, donc il faut adapter tout à la sauce locale. J'imagine qu'il y avait une forte culture déjà chez Revolut. Est-ce qu'il n'est pas compliqué, ou en tout cas c'est quoi le secret pour adapter ça à la sauce française, quoi? Alors, la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, sur le digital, les usages sont un peu régionalisés. Tu as quand même une espèce de culture digitale européenne qui s'est développée, qui fait que quand tu penses bien ton produit, qu'il soit basé en Angleterre, en France ou n'importe où, tu es rapidement capable de l'étendre. C'est-à-dire qu'un Français, il ne consomme pas de façon très très différente de celle d'un Allemand. Alors, on a un rapport à l'argent qui est différent. L'Allemand est encore plus tourné vers le cash que le Français, par exemple. Mais à côté de ça, l'expérience, la user experience que tu as sur ton application est relativement valable sur ces régions-là. On est en train d'ouvrir d'autres régions, on est en train de lancer le Japon, on va lancer l'Inde dans quelques mois. Là, il y a des refontes un peu plus profondes qui vont se poser. C'est toi qui vas t'en occuper? Et malheureusement pas. J'ai assez de boulot ici et on essaye surtout d'avoir une touche locale. On essaye d'avoir toujours un national pour diriger le projet dans son pays. L'idée, c'est que c'est grâce à ça que tu vas mieux parler à la population, mieux parler aux journalistes et pouvoir adapter ton produit. Donc si les personnes ont des boîtes et qui veulent partir s'installer à l'international, il faut au moins s'accrocher quelque part, avoir une Exactement. encre. Ok. Question beaucoup plus personnelle. Quel a été pour toi en tant qu'entrepreneur, en tant que big boss des OP, le plus gros challenge à relever? Ah ah. Question piège. Alors, les opérations, les opérations dans une boîte, c'est quelque chose qui est hyper bâtard, c'est-à-dire que par défaut, il faut que ça marche. Et c'est jamais ça qui fait le succès. Ouais. La perception externe, c'est jamais ça qui fait que la boîte a réussi. Et mon point de vue est totalement inverse, c'est parce que les opérations se déroulent bien que ça marche. Donc les opérations, on a tendance à vouloir tout faire reposer dessus. Il faut que ça suive quand on est dans une phase d'hypercroissance, mais surtout, il faut que ça arrive à combler les lacunes quand le reste plante. Et on a eu, par exemple chez Stuart, il y a eu une période assez difficile. On a eu des grosses difficultés sur nos systèmes IT et on était capable de perdre une course avec un coursier qui avait un colis dans le sac et qui ne savait plus où est-ce qu'il devait aller ou ce qu'il était en train de faire. Pratique. Et là, tu as une surchauffe des opérations et c'est là que ton job Ops doit prendre le relais et que tu dois avoir des gens en face de toi qui sont des bêtes de travail et qui en même temps sont assez créatifs pour justement retrouver la lumière quand tout s'éteint. Et tu aimes ça? C'est hyper excitant. Mazo. Country Manager de chez Revolut. Je vois que tu fais plein d'interviews, ça claque comme titre. C'est beau. Donc j'espère que tu inspires un peu de monde, mais toi, Benjamin, qui t'inspire? Moi, je suis un fan de Travis Kalanick, qui est le fondateur d'Uber et ex-dirigeant d'ailleurs, il n'y est plus. Qui n'est pas le speaker le plus incroyable que j'ai vu, qui n'est pas le meilleur marketeur que j'ai connu, mais qui fait partie de ces gens où quand il y a un problème, quand des problèmes se posaient chez Uber, il était capable à chaque fois de retourner la question dans un sens différent pour rendre les réponses évidentes. Et il était capable toujours de simplifier les questionnements qu'on avait pour rendre les réponses très simples en se disant arrête de te prendre la tête, ton next step c'est ça et tu verras ensuite pour le suivant. Donc il était capable de décomposer à chaque fois ces problèmes-là. Et surtout, je suis arrivé chez Uber et on était 1300 employés et j'en suis parti, on était quasiment 4000. Donc la boîte grossissait vite et malgré ça, on avait tous les mardis soirs, heure de Paris, un meeting où 100% de la boîte se connectait. Et tous les mardis, quoi qu'il arrive, la boîte entière était connectée. Il y a un mardi qui est tombé un 31 décembre, tout le monde était connecté. Et parce que la culture, c'était lui sur scène, au micro, tout le monde sur une visioconférence et on pouvait lui poser les questions qu'on voulait et le mec répondait ultra cash et nous disait des trucs que parfois il ne devrait peut-être pas nous dire, quoi. Donc c'est plus l'humain que le projet en lui-même. C'est le manager, c'est le manager et sa capacité à garder une tête hyper froide et surtout un raisonnement hyper rationnel et simple. Parce qu'il a sa vision je suis arrivé chez Uber, je ne sais même pas te dire quelle année, je crois 2013. Et à l'époque, la vision c'était déjà Uber en fait c'est la voiture autonome et il n'y aura plus de chauffeur. Et en 2013, personne n'en parlait. Mais c'était déjà ça le projet. Par contre,
C'était calme-toi, le projet c'est ça, mais là, la semaine prochaine, tu as quelque chose à faire et voilà ton next step. Et c'était cette rationalisation pour ne pas survendre la vision qui était absolument impressionnante. Le leader. Et voilà. Ça, hein. Est-ce que des fois tu as l'impression de travailler un peu pour le futur PayPal et du coup dans quelques années tu vas envoyer une voiture dans l'espace ou pas? Alors, non. Non, parce que d'abord, je n'ai pas monté PayPal ni monté Revolut. Je ne fais que travailler dedans et tu as différentes mentalités et la mentalité Revolut est juste à l'opposé de celle qu'on connaît chez Musk. C'est parfois dommage parce qu'on doit plus se marrer quand on bosse pour lui. Et d'un autre côté, c'est hyper rassurant parce qu'on se rend compte que vraiment des gens hyper rationnels, encore une fois, qui ressemblent un peu à ce que j'aimais bien, où tout devient noir ou blanc, sont capables de monter un business de façon très efficace aussi. Ok. Je reviens sur un petit peu ce qu'on a dit en intro qui a remué un peu les foules. Tu es sur un marché, tu vois, le néobanking qui est venu chambouler un petit peu les banques vieillissantes. Revolut a été parmi les premiers à mettre la crypto dans son application parce que demain on paiera tous en crypto. Franchement, Benjamin, tu y crois? J'y crois dans très longtemps. Dans très longtemps? J'y crois dans très longtemps. Non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, alors la crypto, il y a eu une hype incroyable sur la crypto. Ouais. Ça a été une bulle spéculative magnifique et pareil, j'espère qu'il y en a plein qui en ont profité. D'abord, la crypto, pour moi, ça se réduit à la blockchain et la blockchain, c'est la plus belle promesse informatique de ces dernières années et les cas d'usage au quotidien de la blockchain aujourd'hui sont minimes. Et la capacité à tout décentraliser, c'est à la fois beau et à la fois totalement useless quand tu es une société privée et que ton but c'est au contraire de centraliser tes informations, ta data. Un Google ne veut pas décentraliser, un Facebook ne veut pas décentraliser, un Revolut ne veut probablement pas décentraliser. Alors tu auras quelques use cases dans lesquels ça va pouvoir remplacer certains process, ça c'est top, mais dans les 2, 3, 5 ans qui viennent, tu as finalement assez peu de pans de l'économie qui vont s'écrouler du fait de la crypto ou de la blockchain. Après, tu as une vraie vague de fonds. Hors ces événements, Revolut, tu peux le monter sans blockchain, tu peux continuer à faire ce qu'on fait sans blockchain. Toutes les néobanques, c'est pareil. Et ça suffit déjà à probablement faire chuter les banques dans quelques années. Mais finalement, la blockchain sera juste une vague de plus qui pourra soit servir ces néobanques, mais elle servira les banques en même temps à ce moment-là, soit ne servir personne ou nous faire tomber aussi dans 10 ans. Ok. Demain, je monte une boîte, je peux me faire une ICO? C'est une bonne idée? Alors, là, je vais reconnaître un peu ma limite. Ouais, je pense qu'une ICO, c'est une super bonne idée parce qu'on te donne plein d'argent et tu dois rien en retour. et donc dit comme concept, ça, hein. voilà, dit comme ça, tu ne peux pas ne pas le faire. Après, à titre personnel, j'ai jamais investi en ICO parce que justement, j'ai du mal à me dire que je vais donner de l'argent à quelqu'un qui me doit rien en retour. Ça peut t'ouvrir des portes à l'international un peu. Ça peut ouvrir plein de portes et encore une fois, je te dis, j'attends de voir les vrais use cases, les vraies sociétés qui se montent dessus. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens géniaux, un des fondateurs d'Ethereum, un des créateurs d'Ethereum. J'ai rencontré les gens qui ont monté Arc, qui est la crypto française. J'ai rencontré plein de gens comme ça qui ont des super visions. C'est top. Je dois te reconnaître qu'aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre en quoi ils ont déjà bouleversé le monde. Et je suis un fan absolu d'Ethereum en l'occurrence. Donc tu vois, mais j'attends de voir le moment où tous ces super projets vont se mettre en place et réellement, la société dans laquelle je vis va changer avec. Ça marche. Cool. Voilà. Je vois bien l'idée. Un petit point international, puisque Revolut commence à être présent dans beaucoup trop de pays. Ça a commencé en Europe. Et du coup, ce qui m'intéresse, il y a deux choses. D'une, ce que tu penses de l'écosystème européen. Il y a eu une espèce de maillage depuis le UK. Toi, tu es d'ailleurs country manager en France, mais aussi en Suisse. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de l'écosystème français? Donc, les deux. Alors, je vais commencer par le français. Le français, il y a une énorme mode des startups. Tout le monde veut bosser en startup, tout le monde veut faire de la startup. Tous les étudiants que je rencontre dans les meilleures écoles, ils se détournent souvent des chemins classiques ou traditionnels pour aller en startup. C'est une très bonne chose. Je pense que ça amène énormément à l'écosystème.
Et je pense aussi qu'il y a un demi-piège à éviter dedans, qui est que tu ne peux pas, à mon sens, être que entre jeunes, tout réinventer tout le temps et complètement te détourner des usages que tu as eus dans les grands groupes, de ce qui a été créé ailleurs, il y a des choses qui marchent et qui valent le coup d'être apprises. Dans les gens que j'ai eu la chance de recruter dans ma vie, certains de mes meilleurs employés de loin, c'est des gens qui sont passés par des grandes boîtes de conseil, qui sont passés par des grandes banques. On y est. Et ils ont une façon de travailler qui est différente. Et ça marchait bien. Après, ce qui est excellent, c'est l'appétit startup qu'il y a en ce moment, le funding que tu peux avoir en startup. Aujourd'hui, clairement, tu as besoin de lever des fonds, tu as une bonne chance d'y arriver quand tu es sur le marché français, encore plus quand tu es sur le marché européen. Après, le marché européen, dans sa globalité, il est difficile à appréhender parce qu'il est justement très partitionné par pays. Tu as encore beaucoup un écosystème allemand avec des investisseurs allemands, un écosystème français avec des investisseurs français et ainsi de suite. Donc pour les gros projets, tu commences à avoir de plus en plus d'investisseurs internationaux parce que tu as certains fonds européens qui deviennent internationaux, qui ont des doubles sièges aux États-Unis, etc. Et tu commences à avoir des investisseurs extérieurs qui rentrent, des Chinois qui arrivent, des Américains qui sont de plus en plus présents. Et donc tu commences à avoir une diversification qui se fait. Ok. Et pour être plus précis, Startup Grind, Paris. Ouais. Paris, est-ce la ville en France pour innover? Probablement. En fait, tu rencontres un nombre d'acteurs et un nombre de gens dans ta vie d'entrepreneur ou de start-upper parisien qui est juste hallucinant. Et tu as des occasions d'échanger qui sont extrêmement riches. Et ensuite, on ne va pas se mentir, quand tu es une start-up, un de tes gros challenges, c'est de trouver les bonnes personnes pour t'accompagner, de trouver les bons employés pour t'accompagner. Les bonnes communautés. Et tu as quand même un vivier, en Ile-de-France qui est supérieur à ce que tu trouves dans le reste. Enfin, supérieur. Pas en qualité, tu as des gens géniaux partout. Mais voilà, j'ai rencontré des start-upers à Bordeaux. Ils ont une qualité de vie qui est monstrueuse, c'est magnifique. Ils ont peut-être un peu moins de dev qu'en Ile-de-France quand même. Je peux comprendre. Du coup, toi, tu es sur Paris. Bon, certes, j'imagine que tu bouges beaucoup, et notamment en Suisse. Mais je sais que tu fais pas mal d'allers-retours avec le UK, à Londres, si on est assez précis. Est-ce que quand on a sa start-up et qu'on veut se développer à l'international, c'est gérable de se faire des allers-retours comme ça? Est-ce qu'on peut gérer une équipe qui n'est pas dans le même pays? Mon avis très personnel là-dessus, c'est que oui, c'est jouable si tu as d'abord passé du temps avec ces gens-là. D'accord, donc il faut les connaître. Il faut les connaître. Il faut vivre un peu avec eux. Il faut investir du temps sur place. C'est-à-dire que tu dois lancer une équipe. On disait au UK, tu lances une équipe en Angleterre. C'est peut-être bien si tu fais les 3, 4, 5 premiers mois avec eux. Ah oui. Et après, tu peux plus facilement te distancer ou les avoir sur place. Ou alors, l'alternative à ça, c'est que tu sois déjà bien financé et tu te prends un vrai manager sur place qui va pouvoir avoir la main mise. Mais sinon, encore une fois, tu as un petit challenge culturel pour pouvoir inculquer l'ambiance que tu veux dans ta boîte, la répliquer sur place. L'alternative à ça, c'est que tu fasses venir l'équipe chez toi d'ailleurs. Tu peux lancer les UK avec un manager UK que tu vas recruter ou les premiers 2 employés UK que tu vas recruter, que tu vas faire asseoir en France avec tes employés français. Un stage en immersion. Exactement. Et là, tu vas pouvoir mettre en place des collaborations. Moi, je crois complètement au fait que tu peux travailler en visioconférence, par téléphone, je déteste Slack, mais par Slack aussi. Mais la réalité, c'est que tu te rends quand même compte que quand tu as pris un verre avec eux, une bière, et que tu as passé 2 jours dans une salle de réunion, tu crées des liens. Les 5 visioconférences suivantes sont plus efficaces. Ça marche. Donc, si jamais vous voulez monter des boîtes à Bali, à Tahiti, il faut vraiment vous investir et aller sur place. Je sais que, une fois n'est pas coutume, on a pas mal d'entrepreneurs et ou d'entrepreneurs en devenir dans cette salle. Quel est le meilleur conseil, le meilleur tips que tu puisses leur donner et ou l'écueil qu'il faut éviter à tout prix? Alors, les deux, il y en a un qui est expérience de beaucoup de mes copains, collègues, entrepreneurs. Entreprendre, il faut avoir une sérénité incroyable sur sa situation financière et personnelle. Donc il faut savoir que quand on pense qu'on va mettre 1 an à monter un projet, c'est qu'il va mettre 2 ans. Et que quand on pense qu'on va gagner de l'argent en 2 ans, c'est que ça sera sûrement 2 ans et demi, 3 ans. Donc il faut avoir une grosse sérénité pour pouvoir vraiment s'investir sur un projet.
et le lancer. Moi, c'est pas toujours ce que j'ai fait. J'ai parfois tout de suite arrêté un job et je me suis lancé sur autre chose. La réalité, c'est que c'est pareil. Si on n'a pas cette tranquillité sur un temps long, en fait, il y a quand même pas mal de boulot en pré-lancement, en préparation de ton projet que tu peux sûrement faire en parallèle d'une autre activité. Et donc, cette idée de j'arrête tout pour me lancer parce que comme ça, je serai plus efficace, cool. Il y a des gens qui l'ont fait, ça marche. La plupart, ça plante souvent. Tu peux pas claquer ta dème et dire je me donne 6 mois. Et voilà, l'idéal, c'est quand même de plutôt bosser sur ton projet avant, avoir un vrai bel embryon. Tu claques ta dème et là, tu y vas à fond parce que ton truc est déjà posé. Mais si tu perds le temps pour poser les bases alors que tu es déjà en démission ou que tu es déjà sorti de ton poste précédent, tu augmentes ton risque de façon assez bestiale. Je comprends. Question recrutement. Donc tu as monté ton équipe en France. Donc tu viens de dire qu'il faut avoir du temps pour monter son projet, sauf qu'à un moment ton projet il commence à prendre de l'ampleur et il faut aller chercher tes premiers employés. Ouais. Comment on fait pour trouver le premier mec ou la première fille qui correspond, qui fit parfaitement et qui va devoir porter quasiment à moitié le projet sur le long terme? Alors, c'est du réseau. C'est du réseau parce que tu as déjà rencontré cette personne, tu as déjà eu un écho de cette personne. Le plus important, à mon avis, le plus important sur ton premier employé, c'est sa capacité de travail et sa capacité à tout donner et à justement garder ce hustle spirit que toi, tu es censé avoir, que lui, il même, et que tu saches que cette personne-là, dans 6 mois, 9 mois, elle ne soit pas fatiguée. Elle puisse continuer à encaisser. Et ça, la réalité, c'est qu'en entretien, tu ne le sauras jamais. En entretien, tu ne le sais pas. Par contre, si quelqu'un l'a croisé, même si ce mec-là sort d'école, tu es capable de plus ou moins, si tu l'as connu dans ton entourage, de comprendre le genre de mentalité qu'il a, le genre d'appétit qu'il a pour aller chercher ça. Est-ce que ça veut dire que la première personne que je vais recruter dans quelques mois, enfin même dès le premier jour, mais ça va être le numéro 2 de la boîte? Est-ce que je dois le regarder dans les yeux et me dire, lui il fait un bon vice-président, tu vois? Alors là, je vais faire le mec horrible. Tu dois le regarder et te dire, il pourrait faire mon vice-président, mais il y a 50% de chances pour qu'il soit plus dans la boîte dans 9 mois. Et après tout, c'est OK aussi. Parce que la réalité, c'est que tu ne peux pas tout de suite trouver ton vice-président. Si tu as du bol, c'est le cas. Tu as des mecs qui vont s'associer avec toi. Le fondateur de Shaper, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, est associé aujourd'hui avec son stagiaire. Le stagiaire de la boîte est devenu, le premier stagiaire de la boîte est aujourd'hui associé avec, ils sont 4 associés maintenant, grâce à ça, parce que le mec est une star. Mais la réalité, c'est que ça n'arrive quasiment jamais. Souvent, le premier stagiaire que tu as ou le premier employé que tu as, il va se faire les dents et lui-même, il va vouloir te quitter parce qu'il en a peut-être marre de toi ou parce que toi, tu te rends compte que la description de poste que tu avais au lancement, c'est plus du tout la même qu'aujourd'hui. Et en vrai, c'est assez difficile. Donc, il faut accepter, il faut surtout développer ces personnes-là. C'est un temps énorme de développer tes employés, tes équipes, tes associés. Ma théorie, c'est qu'en fait, plus tu rends une personne employable, plus tu la rends attractive pour l'extérieur, plus cette personne-là va rester chez toi. Elle se rend compte de ce qu'elle gagne, elle se rend compte de sa valeur et elle n'a pas cette angoisse de se dire « je ne vaux plus rien, il faut que j'aille chercher quelque chose, un autre job ». Donc vraiment, tu travailles sur cette personne-là. Donc ça investit beaucoup de temps, beaucoup d'argent, mais ça veut aussi dire que à la fin, il peut te claquer dans les doigts parce que peut-être que tu lui as apporté tout ce que tu avais à lui apporter, peut-être que lui aussi, il voyait ton projet dans 2 ans sur une étoile et en vrai, ça mettra 4 ans parce que c'est souvent 2 fois plus long et que tu sais quoi, quand c'est pas sa boîte, lui, au bout de 4 ans, il en a marre. Il veut passer à autre chose, il veut chercher un autre salaire. Voilà. J'imagine que ton histoire de stagiaire qui est devenu associé, qui est passé de 600 € à 0. Mais bon, il a une nouvelle carte de visite, on est content pour lui. Dernière question, toujours sur le recrutement. Est-ce que tu recrutes? Alors, on recrute comme des bêtes. À Paris, pas là tout de suite. On va sûrement réouvrir des postes à la rentrée, mais on recrute à travers le monde, littéralement. On a 70 ou 80 postes ouverts et ça va du stagiaire jusqu'au country manager pour justement lancer des géographies avec nous. Et comme tout le monde, on a besoin de devs, mais à fond, quoi. Bon, si jamais, n'hésitez pas. Cool, merci beaucoup. C'était ma dernière question. Je vous propose maintenant de passer à vos questions. J'espère que vous en avez plein. N'hésitez pas, il ne peut pas bouger. Posez-lui toutes les questions que vous avez envie de lui poser. Yes. Une question. Donc, pour le lancement en France, en fait, ma question c'était qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce que donc, le back-end, il est fait, il n'y a pas de marketing. Donc, lancer Revolut en France, au final, est-ce que c'est un gros job ou
c'est... Alors la question, je le répète parce que le monsieur au fond n'a pas de micro. Qu'est-ce que tu as eu à faire pour le lancer en France, puisqu'il n'y avait pas enfin il y avait déjà tout le marketing, le back-end, etc. Ouais. Alors, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de marketing, j'ai dit qu'on ne payait pas pour le marketing. Et c'est extrêmement différent et ça fait qu'on a beaucoup plus de boulot en marketing que si j'avais un chéquier et que je pouvais aller aligner. Donc la réalité, c'est qu'on a un énorme travail de marketing, présence de marque, connaissance de marque. On a un déficit aujourd'hui, on est une des plus grosses applications, enfin on est la plus grosse en Europe, on est une des plus grosses en France, néobanque. On a 220 000 utilisateurs, ce qui fait de nous un acteur assez présent. Par contre, très très peu de gens connaissent la marque. Soit tu es utilisateur et tu connais la marque, sauf madame, soit tu ne connais pas du tout. Ce qui n'est pas le cas des concurrents. Un Orange Bank, tout le monde connaît, même s'ils ont moins d'utilisateurs. Un N26, il y a beaucoup de gens qui connaissent, même s'ils ont moins d'utilisateurs. Donc on a un gros déficit en notoriété et ça, c'est énormément de travail pour le rattraper. Ça, c'est le petit 1. Petit 2, même si la user experience, elle est relativement globale, on travaille sur une francisation de l'application avec des fonctionnalités différentes, avec des produits différents. Un exemple qu'on ne fera pas, c'est par exemple, tu as des produits spécifiques tels que le livret A, que je ne veux pas sur Revolut, mais qui est un exemple parmi d'autres, qui sont très très spécifiques à notre géographie. Et ensuite, j'ai oublié mon dernier point, donc quand il me revient, je le redonne. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, tout au fond. Vous recrutez énormément en ce moment. Et ensuite, le régulateur. On a beaucoup de sujets régulation. Pardon. Vous recrutez énormément en ce moment. Donc, quelle est l'ambition de Revolut dans 5 ans? Et quelle est ton ambition, toi, dans 5 ans? Donc tu recrutes beaucoup en ce moment. Quelle Ouais. est l'ambition de Revolut dans 5 ans et quelle est ton ambition dans 5 ans? Alors, je vais être hyper sincère. Je n'ai jamais entendu personne chez Revolut parler de ce qui se passe dans 5 ans. Enfin, dans 5 ans, non. Ouais. On est vraiment sur du court terme. beaucoup plus court terme. On a passé donc le million d'utilisateurs il y a quelques mois. C'était une première étape magnifique. La prochaine étape, c'est probablement 10 millions et après 100 millions de comptes. Donc ça va aller de plus en plus vite. On a une expansion globale qui arrive. La vision de Revolut, en fait, c'est vraiment… La plupart des banques en ligne, des néobanques, etc., ont une vision qui est de rendre ta banque disponible sur ton téléphone. Moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt d'avoir sa banque sur ton téléphone. En vrai, si j'avais une banque physique qui était capable de me faire une super application et du physique dans les mêmes conditions que Revolut, j'irais chez eux. Techniquement, c'est impossible parce que juste en structure de coût, ça passe pas. Mais tu vois, le téléphone en soi, c'est pas l'avantage ultime. C'est un bel outil, mais ça s'arrête là. Nous, notre idée, c'est de remonter une infrastructure bancaire. Donc de créer de la circulation pour que l'argent passe de poche en poche, de main en main, sans friction, à travers les géographies, à travers l'utilisateur. On a les comptes personnels, le B2C qui marche très bien, donc 1 700 000 comptes en Europe et bientôt beaucoup plus, à la fois en Europe et à l'international puisqu'on se lance sur 3 continents. Et ensuite, on a déjà des comptes entreprises. Donc on a, tu vois, le personnel, l'entreprise, on va lancer les comptes commerçants. Et l'idée, c'est de se dire qu'à travers toutes ces personnes-là et à travers toutes les géographies, l'argent va pouvoir circuler facilement. L'idée, c'est ton argent, ton transfert monétaire, c'est comme ta boîte Gmail, quoi. Il n'y a pas de friction quand ça passe d'une main à une autre. Et c'est ça notre vraie vision, c'est l'infrastructure bancaire qu'on est en train de monter. Pour l'utilisateur, honnêtement, il a tendance à s'en foutre parce que lui ne comprend pas cette profondeur-là. Mais notre vrai métier, c'est ça. Cool. Ouais, 2 questions assez différentes. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as beaucoup travaillé pour des fondateurs. Finalement, toi, sur quels critères tu penses que les fondateurs te font confiance pour porter un projet comme Revolut, comme Stuart? Quels sont les critères? Et deuxième question, très différente. Sur quels critères, pareil, penses-tu que Revolut puisse prendre le leadership sur un marché quand même déjà saturé? Il y a quand même de nombreux concurrents. Alors, pourquoi ils m'ont fait confiance? Alors d'abord parce que c'est très bête à dire, mais j'ai eu la chance d'avoir des succès en début de parcours. Et donc les gens regardent tes succès précédents et se disent que c'est peut-être pas pour rien. Et ensuite, c'est des gens avec qui j'ai eu souvent l'occasion de travailler. Pas toujours, mais quand c'est pas des gens avec qui j'ai travaillé, j'ai eu la chance de souvent être chassé ou même sans être chassé, d'avoir des gens qui nous mettent en contact. Parce que tiens, je cherche un mec pour monter ce projet. Ah, tu devrais demander à Benjamin, il a déjà fait ça, tu vois. Et là encore, tu retrouves un tout petit peu de la notion de réseau, c'est ta réputation sur le long terme qui joue, c'est les valeurs que tu as portées précédemment qui jouent. Ce qui est assez chiant d'ailleurs, parce que ça veut dire que tu ne peux pas faire des coups de crasse en route, sinon tu abîmes ce capital.
Donc tu es un peu limité par ça, mais tu as vraiment une importance à bâtir ton equity sur le long terme qui en fait va enrichir ta valeur et j'espère que l'aventure Revolut durera 5 ans, 7 ans, 10 ans, j'en sais rien. La vérité c'est que j'y ferai pas toute ma vie parce que sinon je vais faire comme dans tous mes métiers, je vais m'ennuyer, je vais vouloir partir. Mais pareil, c'est ce que j'aurais fait ici qui va continuer à bâtir ma réputation et mon equity pour mon propre projet ou pour de nouveau travailler pour des fondateurs. Et ta deuxième question, j'ai oublié. Ouais, sur quels critères penses-tu que Revolut puisse prendre aujourd'hui le leadership sur un marché saturé avec des nombreux concurrents comme N26, Orange Bank? Sur toi, quels critères tu as envie d'appuyer pour les prochaines années pour que Revolut soit la néobanque française? Je laisserai répondre en répétant un petit peu. Alors, puisque ta question c'est de savoir quels sont les avantages, quels avantages on peut mettre en avant, quels sont les critères qu'on doit mettre en avant pour prendre le leadership sur un marché qui est saturé. La réalité c'est qu'on a une force-faiblesse qui est qu'on ne dépense pas en marketing. Okay, c'est une force parce que ça veut dire qu'on a une structure de coût qui est extrêmement saine, qu'on a des utilisateurs qui sont des utilisateurs engagés parce qu'on ne les paye pas pour être là. La faiblesse, c'est qu'en effet, j'ai un média de communication en moins par rapport aux autres, beaucoup moins puissant. Si je veux m'aligner sur ce que fait un Orange Bank, je meurs. Si je veux m'aligner sur ce que fait un Boursorama ou une banque classique, ça dépense quasiment 700 € par utilisateur acquis. Donc c'est extrêmement cher. Si on avait fait ça, on a 1 700 000 utilisateurs, ça veut dire qu'on aurait dépensé plus d'1 milliard en marketing. Ça ne marche pas. Mathématiquement, tu meurs. Donc tu es obligé d'innover, tu es obligé de changer la façon dont tu t'y prends. Pour ça, c'est user experience, c'est le numéro 1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous dans un monde où tu peux avoir 40 applications qui font la même chose et la façon dont elle l'a mis en avant pour toi, ça fait cette différence. Et le deuxième avantage, encore une fois, notre vrai métier, c'est de monter l'infrastructure. Si tu vas chez un N26, je connais un peu moins Orange parce que la vérité, c'est que je n'ai pas encore réussi à ouvrir de compte chez eux. Si tu vas chez un N26, ton taux de change, il est beaucoup moins cher que ce que tu payais avant. Donc tu as déjà économisé 80% sur ton taux de change. Pourquoi tu garderais les 20% qui restent? Tu vois, c'est pas malin. La user experience, moi, je la trouve moins bien. J'étais utilisateur de Revolut avant d'être employé aussi, d'ailleurs, je dois dire. C'est un critère de recrutement aussi, chez nous. Le transfert à l'international, on l'a rebâti en interne, c'est une infrastructure. N26, il va se connecter à un TransferWise. Donc, ils ne contrôlent pas leur chaîne de bout en bout. Et c'est là-dessus que finalement, aujourd'hui, tu as des utilisateurs qui vont avoir du mal à faire la différence. Moi, j'ai encore des utilisateurs qui, de temps en temps, m'expliquent qu'ils ont pris l'option internationale au CIC, donc ils ne payent pas le taux de change, ce qui est une aberration, évidemment qu'ils payent, et cher. Donc, tu vois, tu as une vraie confusion des genres, mais sur le long terme, c'est ta user experience qui va quand même faire venir ces gens-là. Et c'est ce petit bout, cette petite différence, même si tu as fait économiser, moi, au lieu de te faire économiser, c'est 100% gratuit. C'est un tout petit détail, mais en vrai, sur le long terme, ça fait une différence. Tu avais une question? Attends, hop là, je me rapproche de toi pour qu'on l'entende. Oh, question in English. Yeah, you can Oh. speak in English. Okay. So have you had any challenges with like traditional banking trying to sort of stop anything like neobanking and the company and that with like basically disrupting the way that traditional banking is happening? Because like, for example, in Australia, there's certain banks that actually just stop transactions at all to certain like apps like this. So I'm just wondering if there's ever been a challenge with that. And I don't know if you've answered that question already, but... No, I didn't. Yes, we saw that kind of... So it's very hard to say if it was an honest mistake or kind of a bad move, okay? So, but we had a few issues in France or in other countries where, for instance, users could not wire money to their Revolut account because some banks will say like they do not recognize the IBAN source code that we give. Those are very small details. That's a lot of frustration. It's actually very dangerous for us. Now we're big enough to fight it back, so that's fine. And the truth is that for those few cases that we saw, the frustration came against the old bank. So like users was quickly able to actually pick it up and go to that bank and say like, you are freaking up, so fix it because I want to use my Revolut account. So yet again, I don't know if that was a bad move or an honest mistake from some of those players. But the truth is that now the neobank movement is already too big for them to fight it. And the counterpart that we see is that they actually go with it. So like every bank, every traditional bank goes with its own project to try and go with it. D'accord, merci. Merci à toi. Question au niveau de... J'ai entendu que Revolut
faisait dans le transfert, dans le partage des additions, dans le paiement entre individuels. Enfin, chacune ont des mastodontes qui s'attaquent à TransferWise, Square fait du paiement. Enfin voilà, chacune c'est une verticale déjà compliquée en elle-même. Est-ce que c'est pas un peu ambitieux ou contradictoire de faire une banque avec tous ces services-là et de penser le faire le mieux dans chaque verticale? Alors là, c'est la réponse du mec prétentieux. Je répète la question ou pas? Non, il y a un micro. Il y a un micro là-bas. Excellent. On est déjà meilleur que tous ces mecs-là sur leur marché. Boum. Donc, on peut prendre chacun des exemples. Le taux de change, on est les seuls à faire interbancaire. Le transfert d'argent, on est le seul à faire le transfert international 100% gratuit. Tu vois, un TransferWise qui est la référence à te prendre une commission. Et sur chacun de ces éléments-là, on est déjà meilleur. Parce qu'encore une fois, notre vision, c'est l'infrastructure qu'on est en train de créer. Ces mecs-là se reposent sur une infrastructure existante ou alors se sont spécialisés sur un métier et donc sont obligés de le monétiser. Nous, on ne sait pas reposer là-dessus et donc on a la liberté de ne pas le faire. Et on a un modèle qui marche. On a eu la chance en fin 2017 de devenir rentable. Ce n'était pas un objectif en soi, c'était une preuve pour nous que notre business model marche. On ne le sera sûrement plus en 2018 parce qu'on ne peut pas lancer 3 continents et rester rentable quand on est dans une phase d'expansion comme ça. Mais tu vois, on a réussi à prouver que notre modèle à nous, qui est sur de la gratuité quasiment intégrale pour l'ensemble de ces services-là, avec un modèle freemium pour les gens qui ont besoin de services supplémentaires, est déjà rentable. Et on est un danger horrible pour eux. C'est-à-dire qu'un TransferWise aujourd'hui, il essaye de muter pour devenir un Revolut. Donc on est plutôt sur un mouvement inverse. Après, on a évidemment des mastodontes en face de nous. Comme je disais tout à l'heure, tout le monde a la même claim et donc c'est difficile de différencier. Tu as encore des gens aujourd'hui qui vont, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, qui vont me dire « Ouais, TransferWise, c'est le meilleur taux de change ». Tu es là, tu dis bah, « Attends, tu connais TransferWise, tu vois que c'est le taux de change interbancaire plus une commission. Je te dis que Revolut, c'est le taux de change interbancaire, pas de commission. » Et malgré ça, parce que c'est la force du marketing, parce que c'est la force de la marque, tu as des gens qui continuent à aller sur TransferWise. Donc on est un danger pour eux. Chacun va évoluer pour essayer de se convertir. Putain, je vais me rapprocher de toi. Tu as une question. Je crois que vous n'avez pas encore de licence bancaire. Je me trompe, vous avez fait la demande. Déjà, est-ce que vous êtes confiant? Bon, je pense que ça va me dire oui. Mais qu'est-ce que ça va changer pour vous en termes de développement, donc, notamment en France? Et est-ce que vous n'avez pas peur qu'en termes de conformité, KYC, le régulateur ne commence pas à regarder d'un peu plus près vos activités? Beaucoup plus précis comme question. Je vais être extrêmement honnête sur cette réponse-là et j'espère que ça ne me prendra pas de préjudice. C'est filmé. Hein. Ouais. J'ai rendez-vous demain avec le régulateur pour parler de ça. Donc je ne veux pas m'avancer. On a un KYC, donc KYC c'est le process d'identification de nos utilisateurs qui est extrêmement efficace, extrêmement fluide sur Revolut. En effet, on s'est posé la question de savoir est-ce que ça va marcher dans toutes les géographies. La réalité c'est qu'on s'est rendu compte que depuis quelques semaines, tous les acteurs français ont changé leur KYC pour se rapprocher du nôtre. Donc, je serai demain chez le régulateur, je vais pouvoir en parler avec eux pour voir justement si on est dans les clous. La licence bancaire qu'on va obtenir, la réalité c'est que pour nos utilisateurs, elle ne change rien. Ça va pérenniser, il y a des gens encore qui aujourd'hui ne mettent pas leur argent chez Revolut parce qu'on n'a pas cette licence en full. Pour un tout petit peu synthétiser, on a une e-money license qui est l'équivalent d'une licence bancaire niveau 1. Voilà, c'est un peu le junior banking. On a le droit de faire des opérations de compte courant, on n'a pas le droit d'héberger les fonds. Quand on aura la licence bancaire pleine qu'on recevra normalement d'ici 2 mois, je crois, et je suis très confiant parce qu'en fait, c'est des étapes à passer avec la Banque Centrale Européenne et on a déjà passé l'immense majorité des étapes, les stress tests, la solidité de capitaux, etc. Donc, c'est du paperwork maintenant, il n'y a pas de vrai enjeu ou de vrai question mark sur le fait qu'on l'aura. Pour l'utilisateur, ça ne changera facialement pas grand-chose. Nous, la réalité des choses, c'est que ça va alourdir notre structure parce qu'on va avoir un ensemble de régulations auxquelles on va devoir répondre qui sont un peu plus lourdes que celles qu'on a aujourd'hui. Ça va aussi nous rendre plus rentables parce qu'au lieu d'avoir de l'argent complètement dormant, qui est ce qu'on a aujourd'hui, on va être capable de faire travailler cet argent, ce qui est le business numéro 1 des banques habituellement. Et on va être capable d'offrir quelques produits supplémentaires qu'on ne fait pas encore aujourd'hui sur du courtage, du crédit, des choses comme ça. Yes. En fait, aujourd'hui, on voit beaucoup de fintech qui montent et qui font du customer acquisition et tout. Et il y a des fintech qui se font racheter par des banques, par des sociétés de transfert international et tout.
Est-ce que ça peut arriver pour le cas de Revolut, par exemple? Alors, c'est tricky question. Oui, techniquement, ça pourrait. La réalité, c'est que c'est très cher Revolut aujourd'hui. Tu as une première limitation qui est technique. C'est-à-dire que on monte notre propre infrastructure bancaire, ce qui veut dire que mon business model n'est pas le même qu'une banque traditionnelle. Comme je disais tout à l'heure, tu as beaucoup de néobanques qui ont le même business qu'une banque, avec les mêmes coûts quelque part, souvent compressés, mais les mêmes produits qui rapportent de l'argent, les mêmes produits qui coûtent de l'argent. Revolut, on a inversé cette version-là. Ce qui veut dire que si tu es une banque, si tu es une institution financière et que tu veux nous racheter, ta difficulté, c'est qu'est-ce que tu fais avec nous. Soit tu nous développes, mais on va pirater ton business principal, c'est pas génial. Soit tu nous modifies et tu nous retires nos avantages compétitifs puisque tu nous transformes comme étant un acteur de plus. Ce qui ne nous empêchera pas de performer dans une certaine mesure, mais tu vois, tu dénatures le produit. Donc tu as une première difficulté d'intégration qui fait que la cible naturelle, les institutions bancaires, auraient du mal à nous acheter. Et ensuite, tu as un deuxième événement qui est qu'on va coûter très très cher. Tu as pu acheter un compte nickel pour quelques centaines de millions, tu peux acheter plein de boîtes pour quelques centaines de millions. Pour des banques, pour des gros investisseurs, c'est jouable. Revolut, tu vas te chiffrer en milliards. Donc, tu vois, ton acquisition, elle est moins facile. Si tu regardes ce qui s'est passé avec numéro 26, le concurrent allemand, qui vient de faire une très grosse levée de fonds, je ne sais pas à combien ils sont valorisés, ils doivent être valorisés à 600, 700 millions. Ils ont levé 160 millions d'euros. On leur a demandé s'ils étaient devenus une licorne. Ils n'ont pas voulu répondre, ce qui veut dire non. On ne va pas se mentir. Quand tu es licorne, tu le dis, quoi. Donc, tu vois, ils doivent valoir ce genre de montant. Ils seraient beaucoup plus intégrables que nous parce qu'ils sont une banque. Ils sont une banque sur téléphone, mais ils sont une banque. Et malgré ça, le fondateur de N26 te dit notre prochaine étape, c'est sûrement l'IPO. Parce que tu rentres déjà dans une taille, dans un volume qui rend ça un peu difficile. Il peut avoir dit ça, ça peut être du bullshit, et tu peux avoir un Tencent qui sort 800 millions pour tout racheter, ou 1,5 milliard pour tout racheter parce qu'ils ont décidé d'aller en Europe. Mais tu vois, ton nombre d'acquéreurs potentiels est quand même vachement diminué. Parce que Tencent, ils ont déjà WeChat, et maintenant ils sont actionnaires dans N26. C'est pour ça, ça pourrait être un move dans le futur pour justement se dire on va être les premiers à vraiment faire le passage Orient-Occident. Et tu peux l'imaginer. Mais tu vois, encore une fois, ton nombre d'acquéreurs sur ce genre de montant, ils sont assez limités. Mais ouais, typiquement, des gros investisseurs d'origine chinoise seraient complètement capables de le faire. Cool, merci. On va prendre 2 questions. Après, on va manger. Dis-moi. Une question écosystème. Donc, on parlait de la scène française, parisienne pour les startups. C'est que certains de vos concurrents accélèrent en fait le lancement de leurs produits en faisant des partenariats avec des startups allemandes, anglaises et autres. La position de Revolut là-dessus, c'est plutôt on préfère tout faire maison, on va faire des choses avec des partenaires. Alors, on n'est pas fermé aux partenariats, on a des partenariats, mais on a tendance à penser qu'on est capable de faire mieux en interne. Donc on va souvent essayer d'intégrer les chaînes de valeur, ça ne sert à rien de multiplier les acteurs. Sur les choses qu'on peut répliquer ou qu'on est capable de mieux faire chez nous, on va le faire. Et puis de temps en temps, on va nouer des partenariats. Un exemple très bête, on a une assurance téléphone qui a un super service. Tu es en Espagne, à la plage, tu fais tomber ton téléphone dans l'eau, il est noyé. Je te le répare ou je te le remplace en 48 heures sur ton lieu de vacances. C'est une expérience qui est dingue. Revolut ne serait pas capable de faire ça. Donc dans ce cas-là, on va évidemment prendre un partenaire avec qui on va pouvoir t'offrir ce genre de produit. Par contre, la condition pour louer un partenariat, c'est que le produit que tu trouves sur Revolut soit meilleur que n'importe où ailleurs. Donc on ne va pas commercialiser quelque chose qui se passe ailleurs, on va remonter un nouveau service pour qu'il soit dédié à Revolut et qu'on puisse continuer à faire comme sur tous nos autres produits, te montrer par A plus B pourquoi chacun de nos services est meilleur qu'ailleurs. Cool. Qui, au fond, oui, pardon, depuis le début. Parle bien fort. Ouais, d'accord. C'est une question je me projette peut-être un peu, mais c'est par rapport au modèle économique. Vous menacez les banques parce que les banques se font une marge très très confortable aujourd'hui sur les taux de change, etc. La question que je me posais, c'est le jour où vous les menacerez réellement, vous serez un compétiteur, est-ce que s'il y a tout simplement un
une réelle compétitivité, un Ouais. réel avantage économique, ou est-ce que vous vous reposez juste sur le fait que les banques profitent en fait du gens de compétition? Alors, la question, c'est sur la capacité des banques en fait, à réagir à la menace des néobanques, des acteurs traditionnels, de modifier leur façon de faire, de modifier leur structure de coûts et de business pour essayer de résister. La réalité, c'est que c'est très dur à faire. Tu as 2 éléments. Le premier, c'est ta structure de coûts. Est-ce que demain, la Société Générale va fermer tous ses guichets? Ça paraît complexe. Si elle fait ça, elle va à la fois baisser sa structure de coûts, mais perdre aussi un des avantages qu'elle a par rapport à nous. De pouvoir se dire, moi j'ai Janine à qui tu peux aller parler au comptoir. Donc ça veut dire qu'elle va potentiellement décider de venir en frontal contre moi là-dessus. C'est très complexe. Mais ce que ça pose comme problème, ça veut surtout dire qu'ils vont changer la mentalité de 100% de leurs employés et réagir assez vite. Je vais te prendre un exemple très bête. J'ai eu l'occasion de rencontrer un dirigeant d'une grande banque française, une partie des exécutifs d'une grande banque française, avec la boîte de conseil qui les a accompagnés sur leur transformation digitale. Ils ont monté un projet fin 2016. Ils ont les premiers mock-ups qui arrivent maintenant, qui honnêtement sont pas géniaux par rapport à ce qui avait été designé. Et c'est prévu pour une sortie 2019. C'est-à-dire que les mecs vont sortir en 2019 un design de 2016. Pour l'instant, je suis tranquille. Et ouais. Alors, tu as vraiment 2 types de gens. C'est-à-dire que j'ai rencontré des dirigeants de banque qui, honnêtement, sont plus intelligents que moi, qui ont beaucoup de qualités, hein, mais qui sont bloqués, qui ne nous voient pas venir, qui continuent à croire que ça n'existe pas. Des gens à qui j'ai discuté avec des dirigeants de banque, je leur ai donné les chiffres de Revolut, je leur ai dit le nombre d'utilisateurs qu'on a, et ils m'ont dit c'est pas vrai. Voilà. Ils m'ont dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, non, je le vois pas parce que ça marche pas, parce que autant je vois un compte nickel, la distribution dans les bureaux de tabac, là ouais ça marche, mais toi non, je le vois pas, quoi. Tu vois, et tu as vraiment des formatages de cerveau qui font que ça bloque. Alors qu'encore une fois, hein, ce mec-là est sûrement 3 fois plus intelligent que moi, mais ça bloque. Et tu as d'autres structures où au contraire, peut-être les mecs vont réussir à choper. Et la banque qui essaye de faire des mock-ups dont je parlais, clairement les dirigeants ils sont assez pushy là-dessus. Mais en vrai, tu as une structure de dizaines de milliers de personnes en dessous avec chacun d'entre eux qui a peur qu'à chaque fois qu'ils fassent un mouvement, ils perdent leur poste, ils mettent en danger, ils sautent. Et c'est très très dur de moderniser une boîte. Donc, je leur souhaite de se moderniser. Moi, je ne pense pas qu'on soit sur un marché winner takes it all. De la même façon que tu as beaucoup de banques aujourd'hui qui cohabitent, tu auras sûrement demain plusieurs systèmes néo-bancaires ou banques, parce qu'on sera une banque aussi, mais plusieurs systèmes qui pourraient cohabiter. Mais malheureusement, j'ai peur que pour les banques classiques, ce soit très difficile de s'aligner relativement rapidement. Ce que je vous propose, c'est de terminer là-dessus. Je sais qu'il reste des questions. N'hésitez pas à lui poser directement après, pendant qu'on boit un petit coup. Commençons par remercier Benjamin. Bravo et merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Benjamin va me donner un super code pour que vous ayez des cartes gratuites, je dis pas de bêtises. Exactement. Voilà, donc je vous envoie à tous. Voilà, le compte Revolut est complètement gratuit. La seule chose qu'on paye d'habitude, c'est les frais de port pour recevoir la carte à la maison. Et on va faire un code Startup Grind pour que vous puissiez en bénéficier gratuitement. Cool, merci beaucoup. N'hésitez pas à le suivre Revolut. Je voulais remercier encore une fois le Maïf Startup Club pour l'accueil. Merci beaucoup. Merci la Maïf d'ailleurs au sens large aussi, puisque c'est grâce à eux que vous allez pouvoir boire et manger ce soir. Je tiens à remercier aussi 2 Mathieu qui font partie de l'équipe. Le premier qui est derrière la caméra pour le compte de Seven Motion, et c'est lui qui filme et vous retrouverez tout sur YouTube, donc allez le voir, allez partager tout ça. Et merci au second qui a un casque sur la tête qui fait la musique que vous entendez dans le jingle et qu'on va vous mettre aussi. Voilà, c'est exactement ça s'appelle Murmure, allez les voir, ils ont fait des clips très intéressants et je suis sûr que vous m'écrirez quand vous verrez le dernier clip. Je remercie aussi évidemment le reste de l'équipe. On a Pascal qui est ici, on a Ethan, on a Arthur qui est caché derrière la caméra et Chloé qui essaye de s'enfuir juste là. Et surtout, donc ce soir il y a la petite surprise Aven. Donc Aven est ici, j'espère que vous êtes venus avec des bouteilles de vin. Ils lancent leur campagne Indiegogo aujourd'hui même, je crois qu'il y a déjà pas loin de 400 backers alors que c'est sorti ce matin. On va boire du vin aéré instantanément. Et merci au plus important, c'est vous. C'est grâce à vous qu'on peut se retrouver régulièrement. J'espère qu'on se reverra. Le prochain, ça va être
peut-être fin avril, début mai. On va vous donner toutes les infos très rapidement. Je pense qu'on a fait le tour. On va manger des pizzas, boire du coca et boire du vin aéré. Merci Merci à Benjamin. tous.